Bienvenue dans la première partie de ce nouvel épisode d'Urban Story. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui, on va parler du clip vidéo. Et donc, un peu comme tous les sujets d'Urban Story, mais il est important parce qu'il vient réunir deux thématiques dont je parle énormément, c'est-à-dire l'image et la musique ensemble. Et puis surtout, le clip, je pense qu'on est peut-être un peu, pour le moment, à voir comment ça va évoluer, mais peut-être la dernière génération à avoir consommé autant de clips, à en avoir vu. Moi, je me rappelle vraiment, je mangeais des clips tous les jours. J'ai adoré ça. Pour moi, c'était logique de écouter de la musique avec un clip. Avant que je commence à aimer la musique, m'y intéresser, les seules fois où vraiment je découvrais des nouveaux titres, réellement, c'était parce que j'avais regardé un clip, j'avais vu un clip et je me dis, la musique, elle est trop bien. Et même, genre, le clip, ça vient toujours te donner une nouvelle vision du son et tout. Et donc, pour moi, c'était hyper intéressant d'en parler. Et ce sujet, il est coupé en parties parce qu'il va être assez long. On peut parler hyper longuement du clip. Et même si là, j'essaye de le faire court, de donner des points majeurs, c'est vrai qu'il faut toujours. Enfin, il y a énormément de références. Là, on va aborder l'histoire du clip, ses bases, que ce soit en général ou pour certains territoires, certains genres de musique. Puis ensuite, il y a l'impact, le poids de la musique et surtout le poids du clip, pardon, et surtout le clip aujourd'hui, avec l'ère numérique, il y a énormément de changements. Donc, comprendre quel rôle a joué le clip, quel rôle joue le clip et quel rôle jouera encore le clip plus tard. Donc, c'est pour ça que cette thématique, elle est composée en trois parties. Et donc, aujourd'hui, on est là pour cette première partie qui est basée sur l'histoire du clip, des petites bases. On tâte le terrain pour après aller plus loin. Donc, c'est parti. Donc, date importante pour le clip, son arrivée, c'est les années 80. Mais avant ça, on peut remonter très loin, j'abuse un peu, mais 1894, on considère qu'on a le premier clip, ou du moins la première tentative de clip aux États-Unis, avec William Kell Dixon, où en fait, il va associer une image avec une performance de violon. Donc, tentative, c'est parce que, en fait, c'est avant le cinéma. C'est avant le cinéma, pas réellement, mais c'est vrai que le clip aujourd'hui, c'est grâce au cinéma grâce au cinéma, au film, qu'on permet aussi cette arrivée. Et donc, en fait, cette tentative, c'était vraiment que tu as l'image, tu as une petite vidéo, enfin, plus qu'une vidéo, c'est plutôt une association d'images. Et William Kell Dixon va venir jouer du violon pendant 17 secondes au-dessus. Donc, c'était un peu cette question de tentative. Et puis, bien avant, c'est-à-dire début du XXe siècle, on va avoir les phonocènes, c'est un nom donné par Léon Gaumont. En fait, ça consiste à associer une vidéo, une association d'images, à une performance musicale par-dessus. Donc ça, ça avait vraiment un nom, c'était vraiment une technique qui n'est pas un clip, mais on peut considérer ça comme la préhistoire du clip. Donc si on revient à vraiment l'histoire, naissance du clip, ça remonte aux années 80, fin 70. Et ce qui a permis son arrivée, c'est MTV. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, la musique était très peu diffusée, très peu vue visuellement, et qui n'était pas du tout sur le média de la télévision. Avec l'arrivée d'MTV, il y a eu deux idées fortes. C'était propager la musique à travers l'image, à travers un nouveau média, c'est-à-dire la télévision, et surtout amener un nouveau public. Parce qu'à cette époque-là, la télévision était surtout pour les enfants, parce qu'ils avaient leur contenu, et pour les adultes confirmés, on va dire, c'est-à-dire les gens de 30, 40 et encore plus, parce qu'ils avaient aussi leur contenu, leur série, télévision, information, etc. Mais du coup, on a un public de 14 à 24 ans qui n'était pas du tout concerné par la télévision, qui regardait très peu. En fait, MTV, avec l'arrivée des clips et par la suite d'autres contenus, d'autres séries, d'autres nanana, ont permis à ce qu'il y ait un nouveau public qui arrive à la télévision et que du coup, ça puisse toucher tout le monde. Donc, MTV arrive en 1981 et avec le premier clip, Video Kill the Radio Star par The Bugle. Donc, ce titre est un peu comme une annonciation de l'histoire du clip, comment il va se développer, comment il va devenir ultra important. Et donc, au-delà de se baser sur aujourd'hui et voir comment en fait, le clip pour nous est intégré dans la musique, enfin, pas un titre, un clip, mais c'est clair que les artistes auront toujours des clips à proposer. Ça montre que MTV a réussi. Mais à cette époque-là, c'est encore en construction, mais on sait que MTV fonctionne
très bien et qui a réussi son pari, c'est que le 2 décembre 1983 a eu lieu la première diffusion du clip Thriller. Thriller dure 14 minutes. Ça c'est le titre de Michael Jackson et le clip a été réalisé par John Landis. 14 minutes, je l'ai regardé. Hein. Sincèrement, c'est long. Mais c'est, en fait, allez pas me taper, mais c'est long, pas pour rien. Mais c'est long en sachant qu'il performe très peu. En fait, moi, je ne considérais pas ça comme un clip, mais je considérerais ça comme un court-métrage. Parce qu'il y a de l'acting, il y a de la performance, il y a de la danse. Et en fait, c'est pas 50-50 ou comme dans certains clips. Ouais, c'est proche du court-métrage parce que tu as de l'acting, tu as des petites pauses. Là, c'est que tu as vraiment 5 minutes d'acting. Ensuite, il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Tu commences à avoir le son, mais pas de parole. Le son, petite choré, nanana. Il fait le son, ça dure 3 minutes. Et toute la fin, c'est redédance générique. Pour moi, c'est un court-métrage, mais c'est pas un clip. Mais du coup, il est diffusé pour la première fois en 83 et il va réunir à sa première diffusion. Donc réunir en... Oui, non, je crois pas que c'est en physique, c'est en global. Il va réunir pour la première diffusion 9 millions de personnes. Donc au-delà que ce soit Michael Jackson, c'est qu'on montre que le clip, en fait, ça commence à devenir ultra important et que ça commence à avoir un certain point dans l'industrie musicale. Et donc, cette époque de naissance du clip devient aussi cette âge d'or du clip et va vraiment à l'international. Par exemple, en France, on va pouvoir penser par exemple à Cargo d'Axel Bauer, donc, qui date de 1984, elle a été réalisée par Jean-Baptiste Mondino. Et dans ce clip, on va retrouver tout l'univers, tout l'esthétique de la mécanique, tout l'esthétique homosexuelle des années 80. À l'inverse, un genre totalement opposé, on va avoir Pour ceux de la Mafia Capri qui a été réalisé par Courtrage-May et qui là en fait va réunir déjà tout Mafia Capri, donc c'est comme un bon gros groupe, plus une centaine de figurants, tout ça en bas d'un immeuble de quartier avec des chiens, de la nourriture, des motos. Donc en fait, tu as vraiment cet univers brut, totalement brut, de quartier populaire, de banlieue. Et en fait, ça devient un clip ultra important au point que, par exemple, Jay-Z va le citer dans des interviews. C'est-à-dire que même à l'international, il va venir toucher et en tant que clip, il va marquer le rap. Un peu avant cette période 80-90, le clip aussi commence à arriver fin des années 70. Donc par exemple, en 75, on va avoir le clip de Bohemian Rhapsody, performé par Queen et réalisé par Bruce Gowers. Et en fait, ce titre est un parfait exemple de montrer que le clip a, au-delà d'ajouter un plus, de donner une image, ça devient aussi un outil de diffusion. Parce que Bohemian Rhapsody, c'est un titre très complexe. C'est un titre très complexe. Et en fait, le performer en live, ça devient compliqué. Il y a différentes voix, différents tempos, ça change. Donc en fait, ici, en réalisant ce clip, le groupe Queen, ça leur a permis en fait, d'avoir un autre moyen de diffusion, de le mettre en avant, à part juste à l'écoute, à travers l'image. Et du coup, ils ont pu jouer aussi sur les effets spéciaux. Un peu plus tard, c'est-à-dire là, on monte en 2021, on va avoir L'odeur de l'essence par Orelsan qui a été réalisé par David Tomaszewski. Et donc, pourquoi je parle de ce clip? C'est parce que pour montrer qu'aussi, les clips, les réalisateurs vont aussi créer des... Ça va être comme par exemple pour les films, vous voyez, là on a eu des... Avec Sinners, on a vu qu'il y avait vraiment un lien fort entre Ryan Coogler, Michael B. Jordan. Et ben on voit qu'avec par exemple L'odeur de l'essence d'Orelsan, on voit qu'il y a des duos artistes, musicaux, réalisateurs de clips, enfin réalisateurs tout court. Parce que du coup, Orelsan et David Tomaszewski ont énormément collaboré ensemble et ce réalisateur a joué un rôle, a donné sa patte dans la création de DA et d'images, enfin d'identité visuelle d'Orelsan. Si là on revient à notre période, on revient à 80, 90, 70 et on se concentre sur un genre, le rap. Parce que bien sûr j'en avais parlé, c'est ce que je parle plus, donc autant se concentrer le rap. Donc on sait déjà que au-delà, en dehors du clip, juste le genre musical du rap, allons même un peu plus loin, la musique urbaine en incluant R&B, c'est leur âge d'or. 90, fin 80, années 90, c'est l'âge d'or de cette musique. C'est son arrivée, elle est massivement diffusée et c'est là où les artistes commencent à se faire un nom et bien sûr à devenir plus riches. Donc c'est aussi, là le clip est très en avant et en fait le clip va permettre aux rappeurs d'être encore plus mis en avant et surtout de montrer leur richesse. Au-delà de ça, les clips vont aussi permettre de créer des nouvelles mythologies du rap, créer de nouveaux mythes, c'est-à-dire maintenant ils sont riches, créer de nouveaux mythes aussi sur la banlieue, les quartiers populaires, que ce soit aux États-Unis ou encore en France, c'est donner de nouveaux visages. Donner de nouveaux visages, rétablir une vérité.
et créer des communautés. Donc par exemple, on peut penser notamment, même si on a déjà cité Pour ceux, donc on a déjà ça, il y en a plein d'autres. Et puis par exemple, un qui montre bien l'Amérique et cette volonté de montrer sa richesse, on peut penser à Hypnotize de Biggie. Là, yacht, champagne, vêtements blancs, enfin le blanc c'était vraiment cette caractéristique de richesse. Ensuite, on va arriver au début des années 2000. Donc on sait qu'au début des années 2000, juste le rap en tant que tel, le genre, va connaître une sorte de déclin dans le sens que moins de diffusion. Mais ça ne veut pas dire que la musicalement, mais moins de diffusion, moins de mise en avant. Et le clip va aussi faire face à un nouveau tournant. Toutes les décennies, il y a un nouveau tournant. Parce que là, on a l'arrivée d'Internet. Mais du coup, ça permet au rap aussi de rebondir. Parce que ça va permettre aussi l'autoproduction, une plus grande diffusion avec Internet, le streaming, piratage, etc. Une accessibilité plus rapide, plus proche. Ça va permettre à ce que les artistes diffusent plus en masse, l'underground des petits artistes, mais aussi les réalisateurs, à ce que ce soit de l'autoproduction. Plus besoin d'énormes moyens, montrer exactement la richesse. Et donc, on revient à cette question de mythe, c'est que, en fait, à partir de rien, moyen du bord, on permet de diffuser. Et ensuite, la décennie d'après, année 2010, on va voir que les termes créativité et professionnalisme vont devenir les plus importants parce que c'est là où, encore une fois, le temps change, l'époque change, Internet de nouveau, le numérique va montrer qu'il faut pouvoir se démarquer d'une certaine manière. Il faut aussi, même si tu t'autoproduis, ça ne veut pas dire que tu n'es pas professionnel, mais il faut quand même savoir trouver un moyen de montrer qu'il y a un professionnalisme dans ton travail et ce qui va permettre alors que des réalisateurs soient vraiment mis en avant. On peut penser notamment à Chris Marari, donc c'est un réalisateur français qui a par exemple collaboré avec Rof, Snoop Dogg ou encore Kerry James, ou encore le duo Greg et Léon qui ensuite ont été séparés, qui ont travaillé par exemple avec Booba ou encore Orelsan et qui ont reçu énormément de nominations, que ce soit des victoires de la musique ou encore des Grammys. Maintenant, faisons un petit focus sur les deux scènes les plus importantes. Enfin, je ne sais pas si c'est réellement les deux scènes les plus importantes, mais moi, c'est ce que je considère comme les deux scènes les plus importantes. Et surtout, oui, les États-Unis sont la scène la plus importante. Et puis la France, c'est logique d'en parler parce que, voilà, c'est totalement logique. Donc, on se concentre d'abord sur l'Amérique, les États-Unis. Déjà, on sait que les États-Unis sont le foyer de naissance du clip, années 80. C'est également, en fait, c'est un peu, on retrace l'histoire rapidement. C'est l'essence, c'est là où il y a l'essor. Ensuite, on sait que les années 2000 va être vraiment un tournant marquant pour le clip parce que c'est là qu'on va comprendre que ça devient un pilier de l'industrie musicale, ça devient un pilier de son identité musicale. Ça va plus être un petit, oh, il a fait un clip, c'est un petit plus. Non, c'est que tu vas pas faire des clips pour tous tes sons, mais tu dois avoir dans ta carrière, dans ta discographie, tu dois avoir des clips parce que ça te permet de te montrer sous un nouveau jour, sous un autre panel. Ça te permet aussi de mieux comprendre, d'apprécier différemment ta musique. Ensuite, comme on a pu le dire, pour le rap et le R&B, ça va être un énorme outil. Ça va permettre encore plus d'être son essor. Et on va voir qu'à cette époque-là, le clip rap R&B, c'était très futuriste, très richesse. Et aussi on peut penser notamment à Momonimo Problème de Biggie, No Scrub ou encore Petit Ennemi. Et en fait, surtout, c'est que les États-Unis, comme on l'a dit, c'est le foyer du clip, c'est le foyer de naissance. Donc, bien sûr que les États-Unis vont devenir une référence internationale pour le clip. Et puis ensuite, décennie d'après, 2010, on voit que le storytelling se complexe. Donc, comme j'ai pu le dire après dans l'histoire globale, c'est qu'on va avoir le numérique qui va arriver. On déblatère pas trop dessus parce qu'il va y avoir une partie spécialement sur ça. Mais on sait que le numérique, changement encore. Donc, c'est là que on complexifie les choses et en Amérique, le storytelling va devenir beaucoup plus important. On va voir que, en fait, les clips vont vraiment avoir une histoire qui est parfois reliée ou pas totalement reliée à la musique. Et par exemple, on peut citer notamment Katy Perry, Eminem, Lady Gaga ou encore Beyoncé. Ensuite, en France, c'est à peu près la même échelle d'histoire, même frise. 80-90, c'est la naissance, c'est la mise en avant. On peut penser notamment à Mylène Farmer et Laurent Boutonnat pour le clip, pourvu qu'elle soit douce. Donc en fait, dans ce clip, on voit vraiment qu'on crée un univers. On crée une histoire pour le son qui n'est pas du tout l'univers, le contexte actuel. Puis ensuite, même époque, 90-2000, le rap, la musique urbaine est mise en avant. C'est sa naissance et le clip est un moyen de le mettre en avant parce qu'à ce moment-là, et puis en fait déjà, on va avoir les médias qui sont réticents, qui ne veulent pas trop mettre en avant. Donc le clip est aussi un moyen de montrer visuellement le pouvoir, le poids de cette musique et sa richesse. On est
est sur la même frise, on est à peu près sur les mêmes thématiques, mais comment le clip français vient se démarquer du clip américain. Déjà, il faut savoir que le clip français va avoir des petites caractéristiques que parfois on retrouve, de la saturation, que ce soit dans la couleur, que ce soit dans l'image, que ce soit dans le dynamisme de la saturation. On va avoir aussi pas mal de plans aériens qui sont faits, ou encore un peu cette idée de contraste. Et puis après, surtout le plus important qui différencie l'Amérique de la France, c'est qu'en France, il y a vraiment cette volonté, cette mise en avant de la culture. Oui, en Amérique, il y en a. Par exemple, Beyoncé, dans son album Lemonade, dont on parlera plus tard, il y a une mise en avant. Mais en France, c'est que très souvent, en particulier dans le rap, les musiques urbaines et en vrai dans tout genre musicaux, en fait, tout style, j'abuse dans tout style pop, variette, on va voir qu'il y a cette volonté de mettre en avant sa diaspora, mettre en avant son héritage culturel, mettre en avant sa culture, son histoire. Et là, masse d'artistes on peut citer, que ce soit Emmanuel, Nayera, Daniel, Kalash, Maureen, Tiakola, Aya, Damso, Niska, tout style d'artiste, Théodora, enfin, c'est énormément mis en avant et c'est ce qui différencie en vrai majoritairement la France des États-Unis. Au jour d'aujourd'hui, donc ça c'est un peu l'histoire, comment c'est encore aujourd'hui et tout, mais c'est vrai qu'actuellement, bien que la France et les États-Unis sont très importants, sont des foyers importants, ce n'est pas du tout eux qui ont le monopole actuel du clip. Ce sont l'Amérique latine et l'Asie qui maîtrisent le clip actuellement. Ensuite, si on revient un peu sur les plateformes, on a parlé d'MTV qui est vraiment la brique, la première brique, le ciment, c'est vraiment le point de départ du clip, de sa mise en avant. Il y a une autre plateforme qui pour moi est importante d'en parler, on l'a tous vu. Quand on regardait un clip quand on était petit, on a tous vu ce logo Vevo. Vous voyez le petit truc noir là en bas du clip. En vrai de vrai, je pense que quand on voyait ça, il n'y avait pas trop d'importance. En fait, si, je pense que quand on voyait ça, on se dit « Oh, ça va être un trop bien clip ». Et en fait, c'est exactement le but de Vevo. Vevo, c'est une plateforme qui est née en 2009 et qui a été réalisée par des majors de l'industrie musicale et qui a deux buts, centraliser et monétiser le clip. Donc, ça veut dire qu'on va créer une charte, enfin pas une charte, enfin si une charte de clip, mais pas non plus absolument ça, parce que tout clip est différent, mais c'est pouvoir créer une charte de qualité d'image, qualité de son, de comment tu diffuses, comme ça, tous ensemble, c'est plus simple, que tu sois autoproduit, que ce soit avec un big moyen, peu de moyens, mais comme ça, tout le monde peut y être. Ça va permettre à ce que la musique soit connue internationalement, tout style de musique, d'où elle vient, d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, du Nord, latine. Ça permet la définition du rap, de la pop, de la variette, de l'afrobeat, etc. Et ça permet aussi de valoriser le clip, de se dire c'est réel. Parce que comme on a pu le dire, en fait, je pense que quand on avait des clips qui se proposaient, on se dit toujours, bah, en fait, là, il y a Vevo, il y a un petit truc noir. C'est clair que c'est un bête de clip. Et c'est vrai. Bien qu'en France, Vevo n'a pas été trop mis en avant, n'a pas été trop utilisé. Il y a eu quelques stars, comme par exemple Gims, Aya ou encore Nino, qui l'ont utilisé et qui ont alors permis cette mise en avant internationale dans le monde entier et qui fait qu'aujourd'hui, ce soit des heads au-delà de leur talent incroyable. Mais on sait qu'aujourd'hui, avec MTV et Vevo, bien qu'ils jouent un rôle majeur, aujourd'hui, tout ce qui a englobé le GOAT, celui qui maintenant est en haut de la pyramide, c'est YouTube. Donc là, je pense qu'on a abordé à peu près tout. On a fait un peu le tour sur les bases de l'histoire. Comme j'ai pu le dire un peu au début, je ne vais pas profondément parce que sinon, on n'a pas fini. Et puis surtout, en fait, là, ce premier épisode, c'est vraiment pouvoir un peu donner des petits trucs, des petites miettes. Comme ça, déjà, chacun va aller s'intéresser au point qu'il a envie, que ce soit les plateformes, que ce soit les clips en Amérique latine ou en Asie, que ce soit la préhistoire du clip, etc., le rap, nanana. Un peu des petites pistes et surtout, ça va être des pistes pour les prochains sujets qui sont peut-être un peu plus complexes, un peu plus complets ou pas complets, mais un peu plus riches sur les thématiques. Donc là, on a fait le tour. Et pour finir, je vous donne des petites anecdotes sur les clips. Donc déjà, il faut savoir que dans les clips, en fonction du genre, parfois il y a des codes. Par exemple, le rap, ça va être beaucoup le groupe, cet aspect de groupe, de quand tu tournes, tu es avec ton groupe d'amis, en quartier, avec ta communauté, avec des personnes qui t'entourent. Cette question de groupe et aussi cette question de matérialiste. Donc au-delà de la richesse dont j'ai parlé autour, c'est vraiment matérialiste dans tout le sens du terme. Apparaître avec de l'objet, apparaître avec du matériel, même si c'est beaucoup plus dirigé vers l'argent, billets de banque, tout ce que tu veux. Et puis après, on a la pop. La pop, c'est la couleur, la mise en scène et bien sûr, la danse. La danse. Et puis enfin, ou encore, enfin pas enfin, je pense qu'il y a plein de styles qui ont des codes, mais les plus importants, par exemple, on va avoir le rock. Ou aussi le rock, le clip, c'est plus souvent un code c'est de la performance, c'est du live. Et c'est aussi des plans très serrés, très bruts. Cette idée que tu es vraiment plongé dans un monde entouré.
Ensuite, une autre anecdote qui vient démontrer qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'Amérique latine et l'Asie qui ont le monopole des clips. C'est que Despacito a déjà dépassé les 1 milliard de vues sur YouTube. Gangnam Style, 4 milliards de vues. Et pourtant, il y a plein d'autres sons en américain qui ont dépassé le milliard de vues. On a notre cher Aya Nakamura, qui je crois est cette année, ou peut-être l'année dernière, fin d'année dernière, qui a dépassé le milliard de vues pour Jaja. Mais c'est vrai que là, le fait que Despacito et Gangnam Style, ça montre que vraiment l'Amérique latine et l'Asie ont au jour d'aujourd'hui le monopole sur le clip. Ensuite, une autre anecdote qui là va démontrer cette fois-ci que c'est YouTube aujourd'hui qui est en haut de la pyramide, qui a englobé toute cette industrie du clip. C'est que sur les 30 vues, non, sur les 30 vidéos les plus vues sur YouTube, à l'international, alors pas en France, non, non, dans le monde entier, les 30 vidéos les plus vues, 23 sont des clips. Enfin, en tout cas, une vingtaine sont des clips de musique. Enfin, les deux dernières anecdotes, il y en a une c'est en France, une c'est en Amérique. Donc, petite anecdote sur le clip, un clip emblématique français, rap français, 2019, deux frères, deux fauves, PNL, ODD. Ce clip-là, tout le monde l'a vu. Je n'écoute pas PNL. À cette époque-là, la musique, pour moi, c'était un monde lointain. On a tous vu ce clip avec la Tour Eiffel et les deux frères dessus. Je l'ai vu. On l'a tous vu. Ma soeur, tout le monde l'a vu. Vous voyez? Et en seulement 24 heures, le jour de sa sortie, 7,5 millions de personnes ont vu le clip. Enfin, dernière anecdote en Amérique, on va parler d'argent. Le clip le plus cher de l'histoire. Moi-même, j'étais choquée. Donc, ce clip-là, c'est Scream par Michael Jackson. Il est réalisé par Mark Romanek en 1995. Je crois qu'il est en featuring avec sa sœur Janet Jackson. J'ai vu le clip, bien sûr, pour l'épisode. Sincèrement, au niveau du prix, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. On m'aurait dit Thriller, j'aurais dit et encore. Mais Thriller était peut-être un peu plus acceptable. Là, j'ai regardé et je me dis peut-être que c'est une question d'époque qui fait que voilà, le clip a coûté 7 millions d'euros. 7, pas 7 000, pas 7, pas 7 euros. 7 millions d'euros. Tu mets un 7 et tu mets 6 euros, 6 zéros après. 7 millions d'euros. C'est pas un clip de 14 minutes. Hein. C'est pas un clip avec des morts vivants qui sortent, nanana, maquillage, tu te transformes en loup-garou, tralala, au cinéma figurant. Je crois que c'est un truc si je me souviens bien, dans l'espace, un peu truc digital et tout. Donc je me dis, c'est peut-être une question d'époque, ou peut-être une volonté de Michael Jackson de vraiment être vraiment immergé dans son clip. Par exemple, on va revenir aussi plus tard, mais Billie Eilish aussi, elle a énormément de clips où c'est pas des effets spéciaux, c'est réel. L'eau, l'araignée, tout ce que vous voulez, c'est réel. Donc peut-être que c'est une volonté de Michael Jackson, mais 7 millions d'euros, quitte à forcer même encore. Non. Mais voilà, c'est ça le clip le plus cher de l'histoire du clip et de la musique. Donc voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode, cette première partie des clips vidéo et de cette urban story. On se retrouve très bientôt pour le prochain qui va traiter alors là du clip plus qu'une image. Que le clip est plus qu'une image, que imager la musique, comprendre un peu le clip à travers sa portée, son impact, qu'est-ce qui vient ajouter et comment en fait aujourd'hui devient plus important, comment ça s'est formé. Donc là on va citer beaucoup plus de clips, beaucoup plus de projets, on va aborder de nouvelles thématiques, un peu plus s'approfondir sur le numérique mais pas encore totalement. Et surtout, on va aussi appuyer et approfondir des choses qui ont été dites dans cet épisode. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain épisode et je vous dis tchuss.